Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, aux urnes le 2 septembre, la campagne électorale pour les municipales et régionales démarre dans 2 jours, du jeudi 25 au 31 août. La commission électorale indépendante remet 300 fiches et 1000 spécimens de bulletins de vote aux différents candidats. Ces outils vont permettre de mobiliser les électeurs pendant la semaine de campagne. Lutte contre la vie chère s'accentue grâce à l'application Contrôle citoyen et le numéro vert 1343. Ces 2 moyens permettent aux consommateurs de dénoncer le non-respect des produits de grande consommation plafonnés par l'État. La brigade de contrôle rapide était sur le marché face à l'augmentation illégale des prix du gaz butane. Tchébissou, Boaké, l'autoroute est finie. Ce jeudi, le vice-président de la République inaugure ce tronçon. C'est le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la deuxième ville du pays. Pour les populations, cette route va faciliter le trafic. Les transporteurs également s'en réjouissent. Vous allez les entendre dans ce journal. La Russie affirme avoir détruit 2 navires ukrainiens en mer Noire, un navire de reconnaissance et une vedette. Kiev ne s'est pas encore prononcé sur la question. Les heurts sont récurrents dans cette zone maritime depuis que la Russie a claqué la porte sur l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Dans le nord du pays, lancement de la 3e phase du PGDEC à Tengrela, les ministres Amadou Koulibaly et Bruno Nabagné-Koné ont expliqué ce mécanisme en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les 2 membres du gouvernement ont profité pour exhorter la jeunesse de la Bagoué à saisir ces opportunités. Le reportage de Charles Tatou. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette volonté d'œuvrer pour le bien-être des jeunes qui se traduit en actes sur le terrain doit être aussi profitable aux jeunes du département de Tengrela. C'est le sens de la présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique venu au nom de son collègue en charge de la jeunesse empêchée. Amadou Koulibaly a largement communiqué sur les différents fonds dégagés par l'État en faveur des jeunes pour la création de leurs activités génératrices de revenus. Le PGDEC est une réalité. Vous avez ici des jeunes qui ont témoigné, qui vous ont dit les fonds qu'ils ont reçus et comment ils les ont utilisés. Je veux donc inviter tous les jeunes ici à croire au PGDEC, à croire au programme jeunesse du gouvernement. Pour cette phase 3, toutes les communes, toutes les préfectures et les sous-préfectures ont bénéficié de fiches d'inscription. Allez vous inscrire. Pour sa part, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, cadre de la Bagoué, exhorte les jeunes de Tengrela à saisir ces opportunités offertes à eux. Je suis ici pour accompagner ce projet. C'est pour vous dire ma foi, ma croyance dans ce projet qui peut donner des opportunités à la jeunesse de la Bagoué. Les opportunités souvent sont là, mais si tu ne fais pas d'efforts, tu ne vas pas pouvoir en bénéficier. La rencontre a connu un engouement et le message est bien perçu, vu la mobilisation des jeunes. Le gouvernement accorde aussi une attention particulière à la femme. Une maison communautaire à Grand Bassam, c'est un cadre idéal pour les femmes de la région du Sud Komoué. Elles vont s'y retrouver pour parler d'autonomisation et planifier leurs activités génératrices de revenus. Cette maison de la solidarité féminine, inaugurée par la ministre Belmondo Dogo. Jean-Marc Diadji. Les associations féminines de Grand Bassam ont désormais un endroit pour partager leurs expériences et se former. C'est la maison communautaire ou maison de la solidarité féminine. Cette bâtisse, la première du genre à Mondoukou, à une dizaine de kilomètres de Grand Bassam, est inaugurée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo. Cette nouvelle infrastructure est dotée d'une grande salle de réunion, d'une salle multimédia, de 2 bureaux et d'une aire de jeu pour enfants. Grande satisfaction pour les bénéficiaires et le premier magistrat de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot. La construction d'une maison dédiée à la solidarité féminine constitue une première dans notre pays. Et nous sommes fiers de ce que, une fois de plus, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, avec au devant ses femmes leaders, montre l'exemple. La maison communautaire est la matérialisation du gouvernement dans le cadre de la réduction de la pauvreté
et de l'inclusion sociale des communautés au niveau local. Il vous revient à vous, chère maman, de donner du contenu à la maison. Nous voulons faire de cette maison une maison où, lorsque la maman rentre, elle va en sortir transformée. Une maison où la maman va apprendre à lire et à écrire. Mais surtout, une maison où les femmes de Mondoukou vont améliorer la transformation de coque de coco en charbon. Améliorer le fumage du poisson. Une maison où les femmes sauront se retrouver pour parler de la santé sexuelle. Cette maison doit permettre aux femmes de recevoir toutes sortes de sensibilisations qui concernent les vies. C'est votre maison. Plusieurs congélateurs et équipements numériques sont offerts aux femmes de Grand Bassam, dont de la République populaire de Chine et d'autres partenaires. Le gouvernement prévoit construire 30 maisons communautaires dans 30 autres localités et renforcer les capacités d'au moins 30 000 personnes vulnérables, selon la ministre de tutelle, Belmondo Dogo. Le programme de développement des infrastructures routières est en cours. Ce jeudi, le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, va inaugurer l'autoroute Thiébissou-Bouaké. C'est le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la deuxième ville du pays. Avant l'inauguration de ce tronçon, les populations se prononcent. Pour elles, cette route va faciliter le trafic et est surtout bénéfique pour les transporteurs. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Plus de 40 ans après l'ouverture de la première section Abidjan-Sengrobo, longue de 140 km, la deuxième ville de Côte d'Ivoire est enfin atteinte par l'autoroute du Nord. Ce prolongement jusqu'à Bouaké intervient dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières du pays. La Côte d'Ivoire possède l'un des réseaux routiers bitumés les plus performants d'Afrique. L'autoroute du Nord permettra de rallier Abidjan à Bouaké, distance en voiture 349 km en passant par la capitale politique Yamoussoukro. Un ouf de soulagement pour les usagers qui emprunteront désormais cette coquette route. L'autoroute, oui, c'est bon. Ça a facilité le transport. Sinon, ancienne route là, ça nous fatigue. Merci à Adou qui nous facilite la vie. À notre rêve là, on veut que nous n'ayons qu'à ouvrir l'autre côté là. On va rouler là-dessus rapidement. Quand camion roule si bon route là, l'état du camion aussi est bon. Contrairement à la nationale A3 plus étroite, l'autoroute offrira plus de confort de conduite. Nous avons tenté la nouvelle autoroute. Nous avons quitté Abidjan autour de 14h et déjà en 2h30, nous sommes déjà à Bouaké. On bénéficie en carburant, on bénéficie aussi en matière d'entretien du véhicule et nous sommes vraiment satisfaits. Félicitations au gouvernement, félicitations au chef d'État. En parcourant cette nouvelle voie située à l'ouest de Bouaké, les échangeurs pour relier Djebonois, Botro, Béoumé et Sakassou font sublimer les usagers. Aujourd'hui, je suis à Thiébissou, avec mon âge à 77 ans. Mais l'autoroute m'a ressuscité. Je trouve du bonheur et du plaisir. La Côte d'Ivoire avance. Je remercie particulièrement le président de la République. L'autoroute continue ainsi son chemin vers le nord du pays. Les travaux de l'autoroute Thiébissou-Bouaké, débutés en 2017, ont favorisé la création de 600 emplois directs. Cette autoroute est le prolongement de l'autoroute du Nord qui relie actuellement Abidjan et Yamoussoukro en 230 km. La section de l'autoroute Thiébissou-Bouaké sera inaugurée le jeudi 24 août prochain. Cette cérémonie se déroulera au poste de péage de Djebonois en présence du vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. Le district autonome des Lacs veut être un pôle d'excellence pour mieux servir les populations. Plusieurs outils de développement ont été mis en place depuis 2021. Les agents et conseillers du district bénéficient d'un renforcement de capacité. La formation porte sur la gestion axée sur les résultats. Cette session a été ouverte par la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi dans la ville de Dimbokro. C'est le reportage de Mamadou Kwasi. Les conseillers et personnels du district autonome des Lacs au grand complet. Ils bénéficient tous d'un renforcement des capacités afin de booster les actions de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette formation ouverte aux directeurs régionaux de l'administration porte sur plusieurs modules, entre autres, documents budgétaires des districts autonomes, adoption et approbation, et la gestion axée sur les résultats et chaînes programmatiques. Un schéma directeur, lorsqu'il est élaboré, il permet à tous les acteurs locaux de pouvoir puiser dans ce schéma directeur des éléments pour l'élaboration des plans locaux de développement. Et donc les conseillers, en tant que
conseillers du district peuvent, à la limite, aider à la réalisation, au suivi des orientations du schéma directeur. Cette formation permettra, j'en suis convaincu, d'améliorer les performances et de consolider la transformation culturelle essentielle à la modernisation de l'administration du district à travers la maîtrise des outils de gestion de l'administration générale et de planification. La ministre-gouverneur Raymond Goudou rappelle qu'elle veut faire du district autonome des Lacres un pôle d'excellence pour mieux servir la population. En dehors des contraintes régulières inhérentes donc à notre mission au niveau du district autonome des Lacs, il faut que le personnel du district autonome des Lacs soit formé. À partir du moment où le conseil de district est composé aussi bien de fonctionnaires que de personnel venant du privé, nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions rehausser donc leur renforcement de capacités et leur permettre dans les meilleures dispositions possibles pour donner le meilleur dans leurs fonctions de tous les jours, c'est-à-dire un district d'excellence. Cette formation est la deuxième du genre depuis l'installation de l'équipe conduite par la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi en juin 2021. Allons dans la région du Moronou. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a procédé à l'inauguration du collège de proximité d'Aounian-Foutou. C'était en présence de la ministre d'État, Kandia Camara, et de plusieurs élus et cadres de la localité. La première promotion de l'établissement est composée de 52 élèves. Jean-Marc Djadji. Un nouveau collège de proximité au profit de la localité d'Aounian-Foutou dans le département de Bongouanou. L'établissement est officiellement mis en service par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, accompagné pour l'occasion de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. La construction de ce collège vient rapprocher les élèves de leurs parents pour un meilleur suivi de l'éducation, un réel motif de satisfaction pour la communauté éducative. Investir dans l'éducation en général et investir dans l'éducation en zone rurale en particulier, c'est investir utile. Grâce à ces collèges modernes de proximité, nos élèves n'ont plus à parcourir de grandes distances pour aller à cette quête si précieuse du savoir. La réalisation de cette infrastructure éducative traduit l'engagement du gouvernement pour une école de qualité. La ministre Kandia Camara et l'inspecteur général d'État exhortent les populations d'Aounian-Foutou à tirer le meilleur profit de ce temple du savoir en scolarisant leurs enfants, particulièrement les jeunes filles. Les enfants actuellement sont très jeunes. Alors, les envoyer à Bongouanou, à Ra, en bateau, ça devenait difficile et même dangereux. Le taux d'échec était important, sans oublier les grossesses des jeunes filles. Il est donc heureux que ce collège soit construit. Merci donc au chef de l'État pour cette infrastructure scolaire et pour toutes les autres infrastructures construites dans le Moronou. C'est un collège pour vos enfants, mais c'est un collège aussi pour vous aider demain. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous demander de prendre grand soin de ce collège-là. Mais surtout de faire en sorte que vos enfants soient tous les jours d'école ici. Et non dans les plantations et non à la maison. La première promotion du collège d'Aounian-Foutou a été baptisée du nom de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Elle est constituée de 52 élèves, dont 24 filles. La construction du collège d'Aounian-Foutou a été financée par le C2D, contrat de désendettement et de développement. Dans l'actualité politique ce soir, les acteurs sont mobilisés pour les élections locales du 2 septembre. La campagne est prévue pour se dérouler du 25 au 31 août. La commission électorale indépendante remet donc aux candidats des affiches et des spécimens de bulletins de vote. Sidonie Davila. Des affiches d'un côté et des spécimens de bulletins de vote de l'autre. Les différents candidats engagés dans la course électorale reçoivent leur dotation. 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote chacun. Ces outils de campagne joueront un rôle clé dans la communication de leurs messages en vue de gagner le soutien des électeurs. Je suis heureuse d'être là ce matin, récupérer les spécimens qui nous permettront de travailler sur le terrain. Tous les candidats ont reçu leurs documents et il ne reste qu'à aller sur le terrain pour aller donc soigner davantage leur image à travers les affiches
que la commission électorale leur a remis. Au-delà de l'enthousiasme manifesté lors de cette remise, les candidats nourrissent l'espoir de contribuer à des campagnes et à des élections apaisées. C'est un moment important pour notre pays. Ça va renforcer la cohésion, mais ça va surtout montrer la maturité de notre démocratie. Et nous ferons notre possible pour que ce soit des élections les plus apaisées. Et donc on appelle tous les candidats à l'apaisement. J'invite tous les candidats et toutes les populations vraiment à l'apaisement. Pour le moment, les choses semblent bien se passer. On espère que ça continuera ainsi et que l'état d'esprit sera bon. À l'approche du lancement officiel de la campagne le 24 août à minuit, les candidats sont interpellés par le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Le Burida, présent à la cérémonie, sensibilise les futurs élus. L'objectif pour le Burida, c'est d'amener tous ceux qui vont exploiter publiquement les œuvres des sociétaires, ces œuvres qui constituent le répertoire du Burida, à s'acquitter de la redevance droit d'auteur en sollicitant préalablement l'autorisation du Burida. Une sensibilisation qui vise également à clarifier les responsabilités des différents acteurs sur le terrain par la CEI. L'État met à votre disposition des spécimens de bulletins pour aller montrer à la population comment voter et comment voter utile. L'utilité vient de la concordance, de la volonté de l'électeur avec le choix qu'il veut faire sur le bulletin. C'est pour dire que l'élection n'est pas seulement qu'une affaire de candidats, mais l'élection est une affaire de l'État aussi. Parce que les conseils régionaux et les conseils municipaux sont des structures de décentralisation, mais de développement. La distribution des affiches et des spécimens de bulletins de vote aux candidats est une étape importante de l'organisation des élections. Ce processus, géré par la CEI, garantit que chaque candidat dispose des outils nécessaires pour communiquer efficacement avec les électeurs et favoriser ainsi un choix éclairé lors du vote. Et à propos de ces élections locales, les organes de régulation des médias se prononcent sur la couverture des événements. Je vous propose de suivre ce communiqué de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, lui par Jean-Marc Djadji. Les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 débutent dans les prochains jours. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle définit le cadre réglementaire régissant la couverture médiatique qui se résume en 5 points. Les médias audiovisuels de service public et la radio de la paix doivent veiller à un accès équitable à leur antenne de tous les candidats, qu'ils soient indépendants ou affiliés à un parti politique. La même exigence est demandée aux services de radiodiffusion sonore et télévisuels privés commerciaux. À titre payant, ils peuvent diffuser des messages à condition que les tarifs soient identiques à tous les candidats. En ce qui concerne les radios de proximité, la diffusion sur leur antenne de messages est conditionnée à la présence d'au moins un journaliste professionnel au sein de leur rédaction. Quant aux médias audiovisuels en ligne, l'AAK rappelle l'obligation de vérifier l'originalité et la véracité des informations qu'ils diffusent. En définitive, l'AAK précise que tous les médias audiovisuels ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, CEI. Le président de l'Assemblée nationale rencontre les populations du Bonkani à Yopougon. Les élus, les cadres et populations étaient présents. Adama Bictogo a également échangé avec l'Association des femmes patriotes. Elles veulent prendre une part active dans la campagne électorale. Moussa Konaté. Vêtu de la tenue traditionnelle lobby et un arc reçu, symbole des liens de fraternité entre Adama Bictogo et ses populations du Bonkani, venus réaffirmer leur soutien à sa candidature pour l'élection municipale à Yopougon. Les femmes lobby de Yopougon, pour la disponibilité de vous accompagner partout où besoin sera. Vous pouvez avoir des sympathisants, vous pouvez avoir des supporters, mais ce serait un vide de trop si vous ne sentez pas à vos côtés le peuple lobby. C'est une affaire Bouboué. C'est une affaire pour vous dire que on vous aime.
Mais ce n'est pas juste un mot. Ça sort du fond du cœur. En vous, on voit le candidat RHDP, oui. Mais en vous, on voit un frère. Des élus, cadres et populations du Bunkani, prêts à accompagner Adama Bictogo. Le candidat du RHDP se réjouit du soutien. Le peuple Obi est loyal, fidèle. Et la cérémonie de ce jour est la preuve palpable de ce que le peuple Obi et moi sommes un. Avant cette rencontre avec les populations du Bunkani de Yopougon, Adama Bictogo a échangé avec l'Association des femmes patriotes de Côte d'Ivoire, section Yopougon. Il s'est agi d'écouter leurs doléances afin d'y apporter des réponses. Le cercle de réflexion engagé pour la République se prononce sur le cas des indépendants. Une communication faite au siège du RHDP pour condamner cette pratique de certains militants. Ce mouvement appelle au respect des décisions du RHDP. Angela Diallo. Les candidatures indépendantes au sein du RHDP. Le point à l'ordre du jour de la conférence des membres du mouvement engagé pour la République. Un mouvement citoyen composé de cadres de l'administration publique, privée et d'entrepreneurs. À l'occasion des élections du 2 septembre, ils se sont engagés pour sensibiliser sur le sujet des candidatures indépendantes. Le président du parti a recommandé également aux cadres et militants non choisis de s'aligner derrière les candidats retenus la position des EPR. Nous condamnons avec la dernière énergie tous ces actes d'indiscipline qui frisent la défiance. Les militants du RHDP, conscients et convaincus, nous seraient laissés prospérer de tels aventuriers et nous ferons tout pour faire barrage à leurs projets. Fondé en 2020, le mouvement EPR est un cercle de réflexion proche du RHDP. L'organisation a pour but d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre et la promotion de son programme de gouvernement. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale lance officiellement sa mission d'observation électorale. Elle entend suivre de près les municipales et régionales du 2 septembre. Le coup d'envoi de cette mission a été donné ce mardi. Plus de 11 000 observateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Le reportage de Sephora Zegui, Didier Nguessan. 11 565 observateurs déployés par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, structure sous tutelle du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Cette mission vise à crédibiliser le processus électoral. Nous aurons à sensibiliser les populations à une participation citoyenne aux élections, à faire le monitoring du processus électoral, à déployer donc des observateurs, à alerter la commission électorale indépendante et les différents acteurs de réponse sur les situations menaçant le processus électoral. L'OSCS mène depuis 2016 une mission d'observation électorale proactive afin de contribuer à la tenue d'élections apaisées grâce à son mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. Cette observation proactive consiste à interagir avec la CEI et les autres acteurs du processus pour que ces derniers corrigent en temps réel les dysfonctionnements tendant à perturber le bon déroulement du scrutin. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté invite tous les acteurs à plus de responsabilités pour des élections apaisées. La mission recommande à la CEI de continuer à faire preuve de professionnalisme, de courtoisie et d'ouverture. Aux acteurs politiques, aux populations, de renoncer à tout recours à la violence dans le cadre du processus électoral et de participer pleinement au dit processus électoral dans le calme, la discipline, la tolérance et la solidarité. L'observation à long terme de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale prend en compte la publication des listes électorales provisoires et définitives, ainsi que les contentieux liés à cette étape, le dépôt des candidatures, la publication de la liste des candidats, la campagne électorale et toutes les opérations post-scrutin. Dans le nord du pays, le ministre Sanfawa Coulibaly a rencontré l'ensemble des chefs traditionnels de la région du Poro. Les gardiens des us et coutumes ont été mis en mission, celle de sensibiliser les différentes populations sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Soro Corona.
Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, face aux chefs des cantons, de communautés et de villages de la région du Pourou. Une rencontre d'échange qui vise à impliquer les gardiens des us et coutumes dans la tenue d'élections locales sans violence. C'est à bâton rompu et en langue locale sénifo que les échanges se sont déroulés. Mamadou Sangafoua Koulibaly a expliqué aux chefs traditionnels l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale dans la région, voire dans toute la Côte d'Ivoire. Le ministre a donc mis en mission les chefs traditionnels. C'est de sensibiliser les populations à cultiver les valeurs de paix, de cohésion, de tolérance et du vivre ensemble, avant, pendant et après les prochaines élections régionales et municipales. Pour permettre aux chefs traditionnels de mener à bien leur mission, Mamadou Sangafoua Koulibaly a offert un mini-car, un geste salué par l'ensemble des chefs. C'est la joie qui m'anime aujourd'hui parce que notre fils, le ministre Mamadou Sangafoua, il a honoré la chefferie traditionnelle de Kourougou. Un car flamand neuf, climatisé pour les chefs. Donc les chefs maintenant n'auront plus de problème pour se déplacer. C'est pourquoi j'ai dit de faire des bénédictions pour le président de la République d'abord. Parce que c'est le président de la République qui a choisi Mamadou Sangafoua. Après les chefs traditionnels, ce sera le tour des jeunes et des femmes d'être mis en mission pour des élections sans violence dans la région du Pourou. Et ici à Abidjan, le président du PPACI a pris la parole aujourd'hui. Laurent Gbagbo s'est prononcé sur plusieurs sujets qui font l'actualité. Il est revenu sur les élections locales, le décès du président Bédié et le coup d'État au Niger. On en parle avec Éric Goré. Laurent Gbagbo sort de son silence après un long moment. Le président du PPACI s'entretient avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Il profite de cette rencontre avec les journalistes pour saluer la mémoire de Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du PDCI RDA. Bédié est parti, mais je voudrais saluer donc son épouse. Puis elle était très attachée à lui. Je la salue. Je salue tous leurs parents, je salue les militants du PDCI, les dirigeants et les militants du PDCI. Je leur souhaite bon courage. Laurent Gbagbo évoque également l'alliance PDCI-RDA-PPACI. Le président du Parti des peuples africains entend à nouveau déposer un recours à la commission électorale indépendante pour l'absence de son nom sur la liste électorale. Laurent Gbagbo est contre l'arrestation de Mohamed Bazoum par les putschistes au Niger. Il demande la libération de ce président élu démocratiquement. Laurent Gbagbo s'est prononcé sur plusieurs sujets économiques et politiques. À Cocody, les deux plateaux, le chef de protocole du président de la République a procédé à l'inauguration du nouveau bureau des syndics des 246 logements. Éric Taba a également fait don de matériel de surveillance pour la sécurité des biens et des personnes. Khalil Diomandé. Le protocole du président de la République, Éric Taba, dévoile la plaque nominative du nouveau bureau du conseil syndical de la cité 246 logements des deux plateaux dans la commune de Cocody. Un édifice achevé grâce à sa contribution après plusieurs années d'interruption de travaux dû à un manque de ressources financières. Éric Taba équipe également le bureau d'un système de vidéosurveillance. Bien sûr, nous avons passé à ce bâtiment, mais on n'avait pas les moyens de l'achever, surtout en si peu de temps. Aussi, M. Éric Taba a entendu notre appel concernant la sécurité. Il nous offre la vidéosurveillance pour la cité. Merci à lui. Partager avec les moins nantis, tel est le leitmotiv qui aura guidé Éric Taba dans la réalisation de cette action sociale. Il entend multiplier ce type d'initiative. Quand Dieu le permet, moi j'agis et j'aide les populations. Je le fais parce que je me considère comme enfant du quartier. Si Dieu le veut, il y aura beaucoup de choses qu'on va faire à Cocody. Dans le but de faciliter le fonctionnement du bureau, le protocole du chef de l'État a offert une enveloppe de 500 000 francs CFA.
La lutte contre la vie chère s'accentue à travers l'application Contrôle citoyen et le numéro vert 1343. Ces deux moyens permettent aux consommateurs de dénoncer le non-respect des produits de grande consommation plafonnés par l'État. La brigade de contrôle rapide se tient à disposition à la moindre alerte. C'est d'ailleurs le cas face à l'augmentation illégale des prix du gaz butane. Elle s'est rendue, cette brigade, sur le marché pour interpeller les revendeurs véreux. Dans le reste de l'actualité, la Russie affirme avoir détruit 2 navires ukrainiens en mer Noire, un navire de reconnaissance et une vedette. Kiev n'a rien déclaré à ce sujet. Les heurts sont récurrents dans cette zone maritime depuis que la Russie a claqué la porte de l'accord qui permettait les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou s'est retiré en effet en juillet de cet arrangement sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, ce qui a ouvert la porte au bombardement des infrastructures portuaires ukrainiennes. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que c'est à l'ombre d'un arbre qu'un autre peut facilement grandir. Dieu le voulant, on se retrouve demain.